Alors, non mais j'espère vraiment que, enfin voilà, vous prendrez ça comme une expérience positive, enfin vous ferez de ça une expérience positive pour mieux aborder le prochain, quoi. C'est une question d'état d'esprit aussi. On y va? Alors, on a fini ça. Donc je voudrais maintenant parler d'énergie et de force aussi. Alors, donc on a ce dipôle électrique qui produit un potentiel et un champ. Okay. Alors, maintenant, on va s'intéresser aux efforts qui s'exercent sur ce dipôle plongé dans un champ extérieur. Donc on a ce dipôle. Alors, oups, je vous rappelle la définition du moment dipolaire. Voilà. Donc P, c'est QA U, enfin, le vecteur qui joint le pôle négatif au pôle positif. Donc voilà, le vecteur U est ici, le vecteur P est comme ceci, disons. Enfin, bon, bref, c'est joli tout ça. Ok, point O. Alors, qu'arrive-t-il au dipôle si on le met dans un champ extérieur? Alors, on va commencer par un champ uniforme. Alors, action d'un champ uniforme sur un dipôle. Sur un dipôle rigide. Alors, rigide, il peut bouger, mais il ne peut pas... les charges plus et moins sont maintenues à distance constante, petit a, et donc la norme de P ne peut pas changer. Il y a une charge Q, enfin il y a une charge plus Q, une charge moins Q séparée de petit a. Et ça on y peut aller. Alors, les actions d'un champ uniforme sur un dipôle rigide. Ben, c'est simple, hein, les actions subies par ce système à deux charges, c'est la somme des actions subies par chacune des charges. Donc la force totale, alors d'un champ uniforme E, je vais commencer comme ça. La somme des forces. Alors il y a la force, F total, c'est la force subie par N plus la force subie par P. Après il y a des forces internes qui maintiennent le dipôle rigide, mais ça c'est des forces internes. Leur somme est nulle de toute façon, par action et réaction. Alors, la force qui s'exerce sur N, la charge négative, bah, c'est moins QE. Et la charge qui s'exerce sur P, la charge positive, c'est plus QE. Et donc, la force totale, c'est 0. Si le champ est uniforme, c'est-à-dire si le champ au point N est égal au champ au point P, eh bien, la force totale est nulle. Du coup, un dipôle dans un champ uniforme, il n'y a pas d'action? Si. Voilà. C'est exactement la définition d'un couple de forces, deux forces dont la somme est nulle. Néanmoins, il y a une action parce que chacune de ces forces à un certain moment, hein, et donc il va y avoir un couple associé à ce couple de forces. Comme la somme des forces est nulle, on sait que le moment ne va pas dépendre du point où on l'applique. D'accord? Le moment, ça c'est pas barre, le moment au point B, la résultante des moments des forces au point B, c'est la résultante du moment des forces au point A, plus BA vectoriel, la résultante des forces, la somme des forces. Donc si R égale 0, la résultante des moments ne dépend pas du point d'application. Du coup, bah, on va l'appliquer au point O, qui est un peu symétrique dans cette histoire. Donc, je vais calculer le moment au point O, la résultante des moments, la somme des moments de toutes les forces au point O. Il y a deux forces, donc ça va être la première. Alors, c'est quoi le moment d'une force au point O?
O, le point d'application, vectoriel, la force qui s'y applique. Donc, on va commencer par ON, vectoriel F qui s'applique sur N, voilà, plus OP, vectoriel, la force qui s'applique sur P. Alors la force s'applique sur N, c'est moins QE, la force s'applique sur P, c'est QP, donc ça fait moins Q, enfin, ON vectoriel, je vais en faire comme ça, plus OP vectoriel QE, et moins ON, c'est NO, donc ça fait, je vais vraiment à 2 à l'heure, mais ça vous voyez bien la chose. NO vectoriel QE plus OP vectoriel QE, et donc ça fait NO plus OP vectoriel QE, et donc ça fait NP, et ça fait même QNP vectoriel E, et QNP, c'est P, c'est le moment dipolaire. C'est Q fois le vecteur, enfin fois la distance, et sur le vecteur qui joint N à P. Donc finalement, le moment en haut, c'est P vectoriel E. Ce moment en haut ne dépend pas du point où on l'applique. C'est pour ça qu'en général, on l'appelle couple et on n'a pas besoin d'indiquer d'indice. Et donc on le note gamma en général, les couples. Souvent on les note gamma. On va faire comme tout le monde. Hein. Donc si on résume, l'action d'un champ uniforme sur un dipôle, c'est la résultante des forces, c'est 0, et le moment des forces, c'est P vectoriel E. Alors ça, si vous vous souvenez ce qu'on a fait juste tout à l'heure, j'ai écrit sans vraiment le démontrer, j'ai écrit que la force, le couple qui s'exerce sur un moment magnétique, c'était M vectoriel B. C'est exactement pareil. Le moment dipolaire magnétique, vectoriel de champ magnétique, c'est ce qu'on avait écrit tout à l'heure. Juste comme ça, je l'avais écrit en disant que ça va vous imprimer les yeux. Donc là, cette fois, il faut que ça fasse mieux que vous imprimer les yeux. Ça doit imprimer votre esprit. On l'a calculé, mais ça se retrouve en une ligne. Enfin là, je l'ai développé en 3 fois pour... vous voyez bien la chose, mais c'est juste la somme des moments, des forces. Et ça fait P vectoriel E. Là? Non, ça c'était le moment magnétique. Tout à l'heure, quand on avait le circuit dans un champ B. On peut noter gamma, mais gamma, on doit l'expliciter, c'est le moment de la force. Ce gamma, enfin, ça là, c'est le couple exercé par un champ E sur un dipôle. Si on écrit le moment des forces, ça va aussi, ou faut écrire le gamma? Bah, vous pouvez écrire au moment, oui, vous pouvez écrire là, comme on l'a fait là, le moment des forces. Mais comme le moment, vous le calculez par rapport à un point, mais comme la somme des forces est nulle, le moment résultant ne dépend pas du point où on l'applique. Du coup, c'est pas la peine de dire que c'est le moment au point O, parce que c'est aussi le moment au point A, au point N, au point n'importe quoi. Donc en fait, on ne le met pas. Et en général, quand on a donc un moment qui ne dépend pas du point, on appelle ça un couple, parce que typiquement, ça s'obtient avec deux forces opposées, enfin dont la résultante est nulle, mais ça peut s'obtenir avec 12 forces dont la résultante est nulle, ou 200 milliards. Mais on appelle ça un couple quand même. Donc quand vous avez une somme des forces qui est nulle, mais qui a quand même une action, parce que ça peut faire tourner, c'est quand même un couple, eh bien ce couple, qui est la résultante des moments, la résultante de ces moments, on l'appelle couple, et on le note gamma ou autre chose, peu importe. En tout cas, le couple résultant sur un dipôle électrique, c'est P vectoriel E. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un petit dipôle électrique P dans un champ E, je sais pas, comme ça, uniforme, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir un couple qui, alors, dans cette situation-là, par exemple, P vectoriel E, donc ça vient comme ça. Donc si le couple est comme ça fait tourner
comme ça. Vous voyez, ça tend à ramener P là. Si maintenant P est comme ça, alors le couple qui s'exerce sur P, c'est P vectoriel E, il est comme ça, et donc ça fait tourner comme ça. Ça le ramène vers E. Donc le couple tend à aligner P sur E, et de fait, quand P est aligné sur E, eh bien le couple est égal à 0. Donc la position d'équilibre, c'est si vous avez un champ E, et vous avez des petits dipôles électriques, ben ils vont s'aligner sur E, c'est ça la position d'équilibre. Une fois qu'ils sont alignés sur E, il n'y a pas de force, ça c'est sûr, et il n'y a pas de moment non plus. Donc c'est l'équilibre. D'accord? Et là on voit qualitativement qu'effectivement, si P est comme ça, le couple le ramène par là, si P est comme ça, le couple le ramène par là. Donc bref, le système évolue spontanément pour aligner le moment électrique sur le champ électrique. Comme des petits aimants qui s'alignent sur le champ magnétique. C'est exactement le même formalisme, c'est exactement les mêmes formules. C'est pour ça que je vous ai mis tout à l'heure déjà la formule qu'on obtient pour un moment magnétique, qu'on reverra un peu plus tard, mais voilà, c'est exactement le même formalisme. Ok, donc ça c'est les actions d'un champ uniforme sur un moment magnétique. Il n'y a pas de force. Le moment magnétique va juste tourner autour de son centre de masse, mais il va s'aligner avec le champ. Enfin, en tout cas, les actions l'induisent à faire ça. Maintenant, si on est dans un champ qui n'est pas uniforme, il y a un certain gradient du champ, le champ n'est pas le même en chaque point. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Eh bien, on va calculer la force. La force ne va pas être nulle cette fois. La force résultante, c'est à nouveau moins Q, ou disons plus QE au point P, là où il y a la charge positive, plus moins QE au point N, là où il y a la charge négative. Alors, le point P, je vais l'écrire en coordonnées cartésiennes, comme ça vous allez voir sortir l'opérateur qui va bien. Alors, Q, E de P, c'est E au point XP, YP, ZP, voilà, moins Q, E au point XN, YN, ZN, jusque là tout va bien. Je me mets dans un repère cartésien en prenant le centre le centre du repère au point O. C'est un vecteur ici. Alors, que vaut j'aurais presque pu... Je suis en train de me dire que c'est peut-être pas la peine de mettre le centre du repère. Pardon. Alors, je vais juste un peu plus général. Ça va être X. Est-ce que... Je vais appeler I le milieu. Pas que vous pensiez qu'il y a besoin qu'il soit au point O. Enfin, soyons complètement général. Donc, c'est XI plus... en fait... Ouais. Ouais, non, bon, alors... allez, je vais le remettre. Je vais le remettre. Allez. Oui. Ok. Oublions. Désolé. Comme ça. Alors, je vais faire un développement limité. Je vais dire que le E au point P, c'est E au point O, donc en XP, YP, ZP ici.
c'est E en 0, 0, 0. Plus, alors au premier ordre, ça donne quoi? Hein, l'idée, c'est que cette distance est petite par rapport aux échelles de variation du champ E, c'est-à-dire que le E ne varie pas beaucoup entre N et P. Donc je fais un développement. Je vais dire que le champ au point P, c'est le champ au milieu ici, plus un petit peu en fonction de son gradient, quoi. Enfin, écrivons le développement limité. Vous avez une fonction de 3 variables. Alors voilà, dE sur dx fois xp, plus dE sur dy fois yp, plus dE sur dz fois zp. Ok? Première, puis il y aurait plus 1,5 de d2e sur dx2 xp carré, plus, etc. Avec les dérivées secondes dx sur d2 sur dx, dy. Enfin bon, mais au premier ordre, ça vaut ça. Pourquoi on va s'arrête? Parce que l'idée, c'est que un dipôle électrique, on a regardé, vous vous rappelez, on a regardé le champ quand on était loin du dipôle. Ça revient à dire que le dipôle, il est tout petit. D'accord? Idéalement, le dipôle idéal, c'est NP, enfin moins Q plus Q, séparé par une distance A, avec A qui tend vers 0. Tout en maintenant P égale QA constant. Vous augmentez la charge à l'infini, vous diminuez A vers 0. Donc ça, disons, c'est la vision idéalisée. Ça revient à se dire, je me mets loin du dipôle. Là, c'est un tout petit peu différent. J'ai A qui vaut ce qu'il vaut. Dire que A est petit dans ce cas-là, c'est dire que la variation de E est faible sur la taille du dipôle. Donc, tout à l'heure, on avait le champ uniforme. Le champ est partout pareil. Alors, si le champ est uniforme, F égale ça, gamma égale ça. Maintenant, on s'autorise à ce que E varie un peu, mais on ne le fait pas varier brutalement de là à là. Donc, le premier ordre va suffire. On fait un développement limité au premier ordre. Donc, ceci est valable dès lors que l'échelle de variation de E est grande devant A, ou A sur 2. D'accord. Ok, donc on a ça. Maintenant, au point N, évidemment, on a pareil. En remplaçant ce qui doit l'être. Donc, plus dE sur dx, xn, etc. Bien. Et donc, si j'écris la force totale, j'obtiens Q fois ça moins ça. Alors, ça moins ça, vous voyez que le champ en haut dégage. C'est pour ça que peu importe que ce soit haut ou que ce soit n'importe quel point, hein, évidemment, la force totale ne va pas dépendre du choix des coordonnées. Cela va de soi. Donc, ça dégage. Et donc, j'ai ça moins ça. Donc, j'ai en fait xp moins xn dE sur dx, pardon, plus yp moins yn dE sur dy, plus zp moins zn dE sur dz. Yes? Voilà. Mais ça, alors je vais vous l'écrire et vous allez être d'accord. je prédis que vous allez être d'accord. J'espère que ma prédiction va se réaliser. Je vais écrire que le vecteur NP, c'est xp moins xn dans la base cartésienne que j'ai implicitement choisie ici. Le vecteur NP, c'est a pour coordonnées xp moins xn, yp yn, zp moins zn. Vous êtes d'accord? Non. Oh!
J'y crois pas. Ok, et donc maintenant je vais l'écrire que f dot c'est QNP scalaire nabla appliqué à E. Je vous rappelle que le vecteur nabla, c'est un vecteur d'opérateur, un opérateur avec les trois composantes cartésiennes, d sur dx, d sur dy, d sur dz. Le gradient d'un champ scalaire, ce serait nabla appliqué au champ scalaire. Mais là, vous voyez qu'en fait, on a la composante x du vecteur np fois d sur dx. Si vous voulez, je peux faire un intermédiaire comme ça. Nabla est pas le gradient. Bah parce que c'est le gradient de quoi? C'est pas le gradient de E, on ne peut pas faire le gradient de E. En fait, ce que vous voyez ici, je vais mettre en facteur, vous avez qxp moins xn d sur dx plus yp moins yn d sur dy plus zp moins zn d sur dz, tout ça appliqué à E. Vous voyez? C'est que quand c'est appliqué à quelque chose en particulier. Le gradient d'un champ scalaire f, c'est nabla appliqué à f. Du coup, c'est df sur dx, df sur dy, df sur dz. C'est que quand on a quelque Ouais. chose. Mais là, ce que vous voyez, c'est que vous avez en fait, là, à chaque fois, c'est la dérivée du même vecteur E. Donc, je peux le sortir. Donc, j'ai cet opérateur-là global qui s'applique à E. Et cet opérateur-là global, c'est la première composante de ce vecteur-là fois la première de celui-là, plus ça fois ça, plus ça fois ça. C'est exactement le produit scalaire entre ça et ça. Donc, c'est une façon de noter cet opérateur-là. Donc, son sens est bien précis en coordonnées cartésiennes, mais le fait de l'écrire sous forme vectorielle comme ça permet après de l'écrire dans n'importe quel système de coordonnées. On peut ensuite passer dans d'autres systèmes de coordonnées. Et ça, ceci reste vrai, enfin, c'est la façon de l'écrire. Alors, pardon, comme ça. Et du coup, maintenant, QNP, c'est en fait P, le moment dipolaire. Donc, vous voyez que la force totale qui s'exerce sur le dipôle, en fait, c'est P scalaire nabla appliqué au champ E. Et si on a un dipôle P constant, rigide, eh bien, vous pouvez mettre le P, c'est une constante par rapport à la dérivée, par rapport à x, y et z. Donc vous pouvez encore écrire ça, en fait, P, du coup, nabla de P scalaire E. Mais la force, voilà, l'expression de la force, c'est ça, de manière générale. C'est juste, on a écrit, voilà, la force au point P plus la force au point N, et ça fait ça. Voilà, rien à en dire. Maintenant, effectivement, si P est constant, vous pouvez réécrire ceci comme ça, hein, puisque la dérivée ne va pas changer, enfin, va pas porter la dérivée de P, ça va être 0 si vous voulez. Et du coup, vous voyez que la force dérive d'une énergie potentielle. Quelle énergie potentielle? F égale moins gradient de l'énergie potentielle. Donc l'énergie potentielle, c'est moins P scalaire E. Donc ça veut dire qu'un dipôle électrique dans un champ E extérieur est associé à une énergie potentielle ça, je pense que vous l'avez. Une énergie potentielle, EP, qui vaut moins P scalaire E.
Et ça, si vous avez une mémoire supérieure à 1h30, 2 heures, vous vous souvenez qu'on avait obtenu pour le dipôle magnétique... Hein? Oui, oui, il y avait... Alors, on avait obtenu l'énergie potentielle... Ah, sinon c'était moins de travail. Oui, voilà. Et on était arrivé... Oui, donc il y avait effectivement moins I fois le flux. Et ça, on avait dit que le flux, c'était B scalaire S, qu'on peut donc réécrire moins IS scalaire B, enfin I, le courant, fois le vecteur surface. Et je vous avais dit que ça s'appelait le moment magnétique, justement. Donc on avait l'énergie potentielle qui était moins M scalaire B, et là on a moins P scalaire E. Donc c'est exactement comme pour le moment des forces, je l'ai effacé, hein, le moment de la force... Enfin, le couple qui s'exerce sur un moment électrique, sur un dipôle électrique, pardon, c'est P vectoriel E, et pour un moment magnétique, c'est M vectoriel B, et l'énergie du dipôle dans un champ, pour un dipôle électrique dans un champ électrique, c'est moins P scalaire E, pour un dipôle magnétique dans un champ magnétique, c'est moins M scalaire B. C'est complètement symétrique, c'est les mêmes expressions, les mêmes formules. Un dipôle est un dipôle. S'il est électrique, il réagit au champ électrique. S'il est magnétique, il réagit au champ magnétique. Mais de manière formelle, les actions du champ magnétique sur un dipôle magnétique ou d'un champ électrique sur un dipôle électrique sont les mêmes. Ok, donc voilà, on a obtenu cette énergie potentielle. Alors qu'on pourrait obtenir autrement, et on va le faire tout de suite pour pouvoir ensuite parler de manière plus générale de l'énergie électrostatique. Donc, je vais effacer ça. Donc j'ai écrit la force, d'accord? J'ai obtenu son expression, ici, et j'en ai déduit l'énergie potentielle. Mais je pourrais directement calculer l'énergie potentielle du dipôle dans le champ extérieur. Comment? Eh bien, je connais l'énergie potentielle d'une charge dans un champ à un certain potentiel. Enfin, je le connais, et est-ce que vous le connaissez? L'énergie potentielle d'une charge Q dans un champ électrostatique E associé à un potentiel V. Associé au potentiel V. Ah, je vous rappelle que la relation entre E et V, c'est E égale moins gradient de V. Bon, bah, on l'avait rappelé, hein, la force de Coulomb, c'est F égale QE. Et donc, ça fait moins Q gradient de V. Et donc, si Q est constant, bien sûr, ça fait moins gradient de QV. Et donc, F dérive d'une énergie potentielle QV. Donc, une charge Q placée dans un potentiel V, ça a une énergie QV. OK? Bon, mais là, notre dipôle, c'est pas une charge, c'est deux charges. C'est Q, donc pour le dipôle, on a une charge Q plus Q, je vais écrire l'énergie potentielle, on a une charge plus Q au potentiel de P, et puis on a une charge moins Q, donc plus moins Q, c'est-à-dire moins Q, V de N. Bon, ben voilà quoi. Donc on a Q, V de P moins V de N. Et V de P moins V de N, c'est V de P moins V de N, c'est donc Q somme de P à N de dV. Vous êtes d'accord avec ça? Et dV, c'est gradient de V dr. Je vais mettre ailleurs. Ici.
potentiel, dipôle dans le champ, c'est donc Q, somme de P à... pardon, pas de P à N, de N à P. Pardon. Somme de dV, c'est V de l'arrivée moins V du départ. Donc, somme de N à P. Alors, dV, par définition de gradient, c'est gradient de V scalaire dr. Dr, le long d'un chemin quelconque qui joint N à P. Et gradient de V, c'est moins E. Donc ça fait... moins E, donc c'est moins QE scalaire dr entre N et P, et si N et P sont très proches l'un de l'autre, bah, E, il vaut ce qu'il vaut là où il y a le dipôle. Voilà, donc si vous voulez, c'est le E moyen entre N et P, ça vaut ce que ça vaut, E à cet endroit-là, là où il y a le dipôle, donc je le sors. Et la somme de dr de N à P, ça fait le vecteur NP. Donc ceci fait moins Q NP scalaire E, c'est-à-dire moins P scalaire E. Et on retrouve évidemment ce qu'on a obtenu à partir de la force. Hein, donc soit on calcule la force et on en déduit l'énergie potentielle, soit on sait déjà que la force dérive de l'énergie potentielle, donc on connaît l'énergie potentielle, on calcule directement l'énergie potentielle, comme la somme des énergies potentielles de chaque charge dans le champ qui se trouve là où elle se trouve. Et évidemment, on trouve pareil, EP égale moins P scalaire E. Donc ça, c'est l'énergie d'un dipôle dans un champ extérieur, d'un dipôle électrostatique dans un champ électrostatique extérieur. Et comme on le voit, ce n'est rien d'autre que la somme de l'énergie de chaque charge dans le champ dans lequel elle se trouve. Donc, je vais repartir de ça, EP égale QV, l'énergie d'une charge dans un potentiel V, pour calculer maintenant l'énergie d'une distribution de charge quelconque. En fait, quand vous avez une distribution de charge, une charge ici, une charge donc Q1, moins Q2, enfin disons Q2 qui peut être négatif, Q3, QI, une distribution avec des ρJ ici, une autre comme ça, ρK, positif, négatif. Il peut y avoir une distribution en surface, sigma L, voilà, une distribution de charge. Eh bien ça a une énergie. Pourquoi ça a une énergie? Simplement parce que pour constituer cette distribution de charge, ça coûte de l'énergie. Parce que, prenons la distribution de charge avec Q3 qui n'est pas là, par exemple. Voilà la distribution de charge. Si je veux mettre Q3 là, ça ne va pas être gratuit, parce qu'il va falloir que j'amène une charge Q3 dans un... que j'amène, mettons la charge Q3 de l'infini jusqu'à cet endroit-là. Or, il y a un champ électrique qui règne partout dans l'espace, puisque ces charges sont là et elles génèrent un champ électrique. Donc, s'il y a un champ électrique, la charge Q3, où qu'elle se trouve, va subir la force Q3E, là où elle se trouve. Et donc, pour l'amener de l'infini jusque-là, je vais devoir lutter ou accompagner la force Q3EM. Donc, cette force va travailler, ou moi je vais travailler contre la force, en tout cas, ça va nécessiter, ou ça va induire un travail d'amener une charge de l'infini jusque-là. Donc, constituer la distribution de charge correspond à un certain travail, positif ou négatif, ça dépend comment... Par exemple, si vous voulez approcher, si vous voulez créer une distribution de charge avec plus Q ici et plus Q là, vous pouvez considérer que la première, ça ne coûte rien, il n'y a pas de champ. Elle n'interagit pas avec elle-même, on l'a déjà dit. Donc vous amenez la charge Q, ça ne coûte rien. Mais pour amener l'autre, il va falloir lutter contre la force qui va repousser la charge. Donc juste d'avoir deux charges en présence, ça coûte de l'énergie. Il a fallu fournir un effort pour les produire. Du coup, cette distribution de charge va avoir par elle-même une énergie positive,
Parce que si vous lâchez maintenant, les charges vont s'éloigner. Il y a une énergie, donc il y a une énergie potentielle, il y a la simple existence de ce système fait que un effort peut être produit, un mouvement peut être généré, et donc il y a de l'énergie. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va essayer de calculer de manière complètement générale quelle est l'énergie d'une distribution de charge donnée. Et on va dire que cette énergie, c'est l'énergie qu'il a fallu pour créer la distribution de charge à partir de toutes les charges partout à l'infini, c'est-à-dire qu'elles n'interagissent pas entre elles. Alors, si elles n'interagissent pas, il n'y a pas d'énergie. Et pour constituer la distribution de charge, il faut fournir de l'énergie, ou en récupérer, suivant si c'est positif ou négatif, mais algébriquement, il faut fournir de l'énergie, et ce sera ça l'énergie de la configuration. Puisque comme ce sont des forces conservatives, toute l'énergie qu'on a dépensée pour construire la distribution de charge, elle est là dans le problème. Ça ne peut pas disparaître. Si on a fourni de l'énergie pour construire la distribution de charge, on pourra récupérer cette énergie en laissant évoluer la distribution de charge pour revenir à la position initiale. Alors, donc on va juste s'appuyer sur ça, c'est que l'énergie, pour mettre une charge Q dans un potentiel V, ça coûte QV. Quand je dis coûte, c'est algébrique, ça peut nous en donner si QV est négatif. Alors, donc énergie d'une distribution de charge. On va commencer par deux charges. Alors, d'abord, une charge toute seule, ça ne coûte rien. On est d'accord. Maintenant, si j'ai Q1 et Q2, que vaut l'énergie? Alors, on va procéder comme je l'ai dit. On va construire la distribution de charge. Amener la charge Q1 en ce point-là spécifique, en l'absence de charge Q2, ça ne coûte rien. Il n'y a pas de champ contre lequel lutter. Maintenant, une fois que j'ai Q1 ici, alors Q1 crée un champ E associé à un potentiel électrostatique V, et du coup, mettre la charge Q2 dans le champ créé par Q1, ça coûte une énergie qui vaut eh bien, Q2 fois le potentiel créé par la charge 1 à la position de la charge 2. Je note V1, 2. Okay. Mais j'ai une autre façon de considérer ce problème. Je peux dire qu'en fait, pour construire cette distribution de charge, en fait, j'ai d'abord amené 2 ici, en l'absence de Q1, donc ça n'a rien coûté. Et après, ça m'a juste coûté d'amener Q1 dans le champ créé par Q2. Je peux le faire... oui, alors ça doit faire pareil. Alors on va vérifier que ça fait pareil. Donc EP c'est Q2, V1, ça c'est par le premier raisonnement. Par le deuxième raisonnement, il y a Q2 qui crée un champ E, associé, alors je peux l'appeler prime, associé à un potentiel V'. Et donc l'énergie potentielle, ça va être l'énergie de la charge Q1 dans le potentiel créé par Q2. Donc ça va être Q1 fois V' que 2 exerce sur 1. Et effectivement, ces deux expressions sont égales. Pourquoi? Parce que V que 1 exerce sur 2, c'est Q1 sur 4pi epsilon 0 R 1, 2. Et V, le potentiel que 2 exerce là où se trouve la charge 1, c'est Q2 sur 4pi epsilon 0 R2, 1. Mais R2, 1 et R1, 2, c'est pareil. Et donc on a ici Q2 fois Q1, ici Q1 fois Q2, évidemment c'est pareil. Donc il n'y a qu'une seule et même énergie potentielle, c'est l'énergie potentielle d'une charge dans le champ de l'autre ou de l'autre charge dans le champ de la première.
Ou, si on veut l'écrire de façon symétrique, du coup, alors ça je vais l'appeler juste V2, celui-là, si vous voulez bien. Donc j'ai EP qui vaut Q2 V2, donc j'appelle V2 le potentiel au point 2. C'est aussi égal à Q1 V1, le potentiel au point 1, là où se trouve la charge Q1, et donc c'est aussi égal à 1 demi de Q1 V1 plus Q2 V2. Qui sont égaux, c'est égal à la moitié de leur somme. Alors l'avantage de cette expression, c'est que ça peut se généraliser. Supposons maintenant que je n'ai pas deux charges, mais n. Charge, donc l'ensemble de QI, pour I de 1 à n. Bon, bah, je vais la construire petit à petit. D'abord, j'amène la charge Q1, ça ne coûte rien. Puis j'amène la charge Q2 dans le champ, dans le potentiel créé par 1. Donc je vais avoir Q2 V que 1 créé en 2. Puis après, je vais amener Q3 dans le champ créé par les deux premières. Donc j'ai Q3 V que 1 créé sur 3 plus V que 2 créé sur 3. Plus Q4 dans le potentiel que 1 créé sur 4 plus 2 sur 4 plus 3 sur 4, etc., etc. Et à la fin, je vais avoir donc la dernière dans le potentiel que 1 crée sur n plus 2 crée sur n plus n-1 crée sur n. Hein, à chaque fois, vous vous souvenez, on ne compte pas évidemment le champ créé par la charge elle-même, parce qu'il n'y a pas d'auto-interaction de la charge, ça divergerait, on ne saurait pas quoi en faire, donc on l'élimine. Avec la remarque qu'une charge n'interagit pas sur elle-même. Par exemple, pour des raisons de symétrie. Voilà. Alors, quand on fait ce bilan-là, eh bien, je peux le réécrire autrement. Ça fait somme sur I des sommes sur J plus petit que I des QI V que J exerce sur I. Produit de quelque chose exposant n fois exposant Non, c'est plus simple que ça. Si on le groupe ça de cette façon-là, ça va être somme sur I des QI fois la somme de J de J sur I. Maintenant, si j'écris par ailleurs, soit la quantité, je vais l'appeler, je ne sais pas comment je vais l'appeler, quantité X, qui va être la somme sur I et sur J, disons la somme sur I et la somme sur tous les J différents de I, de QI V que J exerce sur I. Je fais la somme de tous les QI VJ sur I. D'accord ? Quel est le lien entre ça et ça? C'est-à-dire ça. D'accord ? Là je fais la somme de tous les QI V d'une autre sur lui. Et là, je fais pareil, mais je prends que les J plus petits que I.
tous les termes ici, ils sont là. Mais il y a les autres aussi. En fait, la différence entre ça et ça, c'est que là, je vais compter chaque terme, je vais le compter 2 fois. Parce que je vais le compter une fois comme QI. Donc pour chaque paire IJ, là, je vais compter QI-VJ. Et puis, je vais aussi compter QJ-VI. Tandis que là, j'ai aussi tous les QI-VJ, mais uniquement avec les J plus petits que I. Donc, tous ces termes-là, ils sont là, mais là, je les ai 2 fois. En fait, si je fais ça, là, comme ça, si je fais QI fois la somme de tous les autres, je vais juste compter 2 fois les termes. Donc, en fait, X, c'est 2 fois l'énergie potentielle. La vraie énergie potentielle, c'est la moitié de X. Donc, c'est la moitié. Là, c'est directement la généralisation de ça. C'est en fait 1/2 de somme sur I des QI fois la somme sur tous les J du potentiel que J imprime au point I. Et ça, je peux l'appeler VI. C'est simplement le potentiel au point I, créé par toutes les autres charges. Donc en fait, EP, c'est 1/2 de somme sur I des QI VI, où VI est le potentiel au point I. Le bilan de tout ça, c'est que quand vous avez une distribution de charge, l'énergie potentielle associée à de cette distribution, c'est la moitié. C'est-à-dire, vous prenez QI fois le potentiel. Chaque charge dans le potentiel, là où elle se trouve, a pour énergie QI-VI, et vous faites la somme sur tout ça. Mais quand vous faites cette somme, vous allez compter 2 fois, exactement comme si vous avez... Là, l'énergie potentielle pour 2 charges, c'est pas elle dans le potentiel de lui, plus lui dans le potentiel d'elle. Parce que vous l'avez compté 2 fois, c'est 2 fois le même. Donc c'est la moitié de cette charge dans ce potentiel, plus cette charge dans ce potentiel. C'est pareil, ce qu'on vient de voir, c'est que ça se généralise à un nombre quelconque de charges. L'énergie potentielle totale de la distribution, c'est chaque charge, c'est la somme de chaque charge fois le potentiel là où elle se trouve, mais divisé par 2. Parce que sinon on les compte 2 fois. OK? Donc retenez ça, l'énergie potentielle de n charges, c'est somme des 1/2 de QI-VI, où VI est défini comme le potentiel là où se trouve la charge. On ne peut pas faire plus simple, si ce n'est le 1/2. Spontanément, on aurait envie de dire, puisque l'énergie d'une charge dans un potentiel V, c'est QV, on a envie de dire, si j'ai n charges, c'est la somme des QI-VI. Ben non, c'est qu'un 1/2, parce que sinon on compte 2 fois. Okay? J'espère que vous avez vu pourquoi on comptait 2 fois. Il suffit de le faire sur 2 particules pour voir qu'effectivement, il faut diviser par 2. OK. Alors, ceci étant dit, là, on a des charges discrètes, mais on peut généraliser ça à des charges continues, enfin des distributions de charges continues. Si au lieu d'avoir des Q, vous avez des ρ, des distributions de charges par unité de volume, alors je vais vous le demander d'admettre cette généralisation. En gros, on va passer d'une somme discrète à une somme continue. Et donc l'énergie potentielle d'une distribution de charge continue, c'est simplement 1/2 de la somme sur tout le volume, partout où il y a des charges, de ρ, V, des taux. Alors on peut le montrer aussi de façon très précise, mais je crois que ce n'est pas la peine qu'on passe du temps là-dessus. Il y a plusieurs façons de le montrer, dont une qui est plus élégante d'ailleurs, où on construit la distribution de charge progressivement. C'est-à-dire qu'on démarre avec disons, une fraction de ρ et une fraction de V. Par exemple, si vous avez une distribution de charge quelconque, ρ avec des charges ponctuelles, des charges surfaciques, voilà. Ça crée un certain potentiel partout dans l'espace. Si partout vous prenez les mêmes charges, mais vous divisez par 2, ben le potentiel il va être exactement le même divisé par 2, partout. D'accord? Parce que le potentiel est proportionnel à la charge. Donc une façon de construire une distribution de charge comme ça, c'est vous partez de 0 et vous montez le curseur, vous montez ρ progressivement de 0 à 1. Vous faites lambda fois ρ, c'est-à-dire ρ
à l'instant t, par exemple, c'est lambda fois rho. Et puis vous allez, vous faites aller lambda de 0 à 1. Et en faisant ça, vous avez le potentiel qui va aussi monter proportionnellement au potentiel final. Et vous regardez à chaque fois l'énergie que ça coûte de passer de t à t plus dt, c'est-à-dire d'augmenter ρ au potentiel v. Et en faisant ça, vous allez obtenir en fait une somme de lambda d lambda fois QV des taux. Et de lambda égale 0 à 1. Et ça fait 1,5. Et il va sortir 1,5 de la somme. Donc, enfin, je ne vous le fais pas en détail. Sachez que ça se fait de façon très simple. Je ne veux pas trop perdre de temps. De toute façon, une fois que vous avez vu ça, je pense que vous pouvez admettre ça de façon très simple. Bon, allez, ça c'était juste une parenthèse. Si vous tombez dessus, vous saurez d'où ça vient. Donc voilà l'énergie potentielle d'une distribution de charge. Et alors, on va faire un pas de plus avant de passer au condensateur. Quelle heure est-il? Oh la vache. Bon, on va quand même finir ce pas. Ah, c'est l'heure si on décide de s'arrêter, mais c'est l'heure prévue, voilà. Non mais ok, je vais juste finir l'énergie, on fera les condensateurs demain. Donc EP égale 1,5 de somme de ρ V des taux. Ah, demain c'est 8h30, on va souffrir. Oh ouais. Ah non, c'est dur. Ah ouais, ça c'est mieux ça. Oui, mais sauf que tout le monde n'est pas là, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça pour les autres. Bon alors, en tout cas, faisons ça. Alors là, on va introduire les équations de Maxwell. Ah ah! Je voudrais exprimer cette énergie potentielle en fonction du champ. Alors, il y a une chose qu'on sait, c'est que ρ, c'est lié au champ par une des équations de Maxwell, Maxwell-Gauss, celle qui donne le théorème de Gauss. Absolument. On a div de E qui vaut ρ sur epsilon 0. On appelle ça l'équation de Maxwell-Gauss parce que c'est elle qui, quand on l'intègre sur le volume, donne ça, c'est égal au flux sortant d'une surface fermée qui s'appuie sur le volume en question, d'accord? Et ça nous donne la charge intégrée sur le volume, c'est la charge intérieure au volume divisée par epsilon 0. D'accord? Donc ça ou ça, c'est pareil, hein, on l'a déjà vu plusieurs fois. Le théorème de Gauss, flux sortant d'une surface fermée est égal à la charge intérieure sur epsilon 0. C'est la version intégrale de l'équation de Maxwell qui nous dit que div de E égale ρ sur epsilon 0. Bon, bah du coup, ρ c'est epsilon 0, div de E. Donc je vais réécrire l'énergie potentielle comme 1,5 de epsilon 0, somme triple, div de E, V des taux. Et là, on va faire un petit tour de magie. Un petit tour de magie. La dérivée d'un produit, c'est avec la règle de Leibniz. Là, si je fais la divergence du produit VE, ceci est un champ scalaire fois un champ vectoriel. Ça donne un champ vectoriel. Je peux en prendre sa divergence. Donc c'est nabla appliqué à, enfin nabla scalaire VE. Ouais. Donc c'est une divergence. Enfin, je peux écrire comme ça si vous voulez. Ça, c'est un opérateur dérivé. Donc, quand vous dérivez un produit, fg', c'est f'g plus fg'. Bon, on va faire pareil. Donc, ça, en fait, c'est nabla appliqué à v, e, c'est-à-dire le gradient de v scalaire e, plus v fois la divergence de E. Nabla scalaire E. D'accord? Donc div de VE, c'est grade de VE. Alors ce serait vrai avec n'importe quel champ ici. Hein. Grade de V fois E
plus V div de E. Yes? Bon, mais V div de E, il est là, alors on va le remplacer. Alors la magie va opérer instantanément sous vos yeux. 1,5 de epsilon 0, somme triple de div de VE des taux moins moins 1,5 de epsilon 0, somme triple de grade de V scalaire E des taux. Et voilà, le tour est joué. L'affaire est dans le sac. Ça, là, une somme triple d'une divergence, un petit coup de Green-Ostrogatsky. Ça, ce n'est rien d'autre que le flux de VE sortant de la surface S qui enserre le volume V. D'accord? Oui? Comment les deux opérateurs, vous utilisez l'opérateur Nabla, Ouais. comment il peut une fois être appliqué en tant que gradient et l'autre fois appliqué en tant que divergence? C'est plus un moyen mnémotechnique pour le retrouver. Enfin, si vous prenez si vous écrivez explicitement les composantes, ça va le faire. Enfin, vous allez voir que c'est vrai. Là, c'est pas une preuve parfaite. C'est plus un moyen mnémotechnique. Mais effectivement, enfin, rien n'empêche. Ce nab-là, ce n'est rien d'autre que l'opérateur d sur dx, d sur dy, d sur dz. Donc, si vous voulez le faire explicitement, ça c'est donc d sur dx de v. Donc, ça c'est la première composante, c'est d sur dx. Produit scalaire, donc fois, c'est appliqué à la première composante de ça, donc vex, plus d sur dy de vey. Voilà, plus d sur dz de vez. En fait, ça, c'est juste ça. La divergence de VE, c'est VE composante x, d sur dx, d sur dy, d'accord. Ça, c'est ça. Et maintenant, à chacun de ceux-là, on peut écrire, on peut appliquer Leibniz. Donc dv sur dx, ex, plus v dex sur dx. Et pareil pour les autres. Et donc là, vous allez avoir dv sur dx, ex, plus dvy sur dy, ey, etc. Et ça va vous donner le gradient de v scalaire e. Ça, c'est ce premier terme, il va vous donner celui-là. Et ensuite, v d de x sur dx, plus v d de y sur y, plus v d de z sur dz, ça va vous donner v divergence de e. Donc, peut-être, si vous êtes plus à l'aise en mettant les composantes, c'est peut-être plus simple en fait. Dans ce cas-là, c'est assez simple. Quand on a appliqué un scalaire, c'est gradient, et quand c'est appliqué à un vecteur, c'est une divergence, voilà. C'est le même opérateur. Donc en fait, c'est peut-être plus simple directement de le faire comme ça, si vous préférez, je sais pas. Alors, il y a un moins, oui, le mien, c'est lui là. Parce qu'on a ici V div de E, donc V div de E, c'est div de E. Ok. Voilà. Donc on a un premier terme ici. Alors on va lui faire l'impôt tout de suite. À ce premier terme. Alors, tout simplement, on va dire que... Alors, on se met loin des charges. C'est-à-dire, on suppose qu'il n'y a pas des charges jusqu'à l'infini. S'il y a des charges jusqu'à l'infini, c'est plus compliqué. Parce que du coup, il y a une énergie infinie. Enfin, s'il y a vraiment des charges partout, ok. Donc, on suppose qu'on a une distribution de charges. Elle peut être immense, hein, elle peut être une galaxie entière, ce que vous voulez, mais c'est dans un volume fini. Et je vais prendre ici un volume qui est beaucoup plus grand. C'est-à-dire qu'on va prendre un volume qui
englobe très 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 largement la distribution de charge, quelle qu'elle soit. Du coup, cette surface-là, qui entoure le volume, elle est très 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 loin des charges. Alors quand on est très loin des charges, au pire, V est en 1 sur R. On a vu que si la somme des charges fait 0, on a plutôt un champ dipolaire, il est même en 1 sur R2, ce V, mais en tout cas, au pire, il est en 1 sur R. C'est la somme de charges de 1 sur 4 pi epsilon 0, R fois Q. Donc, c'est le plus lentement qu'il peut décroître, ce potentiel, c'est 1 sur R. Et le plus lentement que peut décroître le champ E, c'est 1 sur R2, puisque chaque charge fournit un champ en 1 sur R2. Soit ça se compense à l'ordre 1 sur R2, et du coup c'est en 1 sur R3, voire plus, soit ça ne se compense pas, et c'est en 1 sur R2. Ça ne pourra jamais être en 1 sur R. Donc ça, au pire, donc ça c'est plus petit que 1 sur R, si vous voulez, et ça c'est plus petit que 1 sur R2, comme décroissance à l'infini. Donc quand on se met très très loin, sur une surface lointaine, ce produit-là, il décroît en 1 sur R3, voire pire. OK? Mais la surface, elle croît, c'est 4 pi R2, la surface. Elle est en R2, voilà, ni au pire, ni pas au pire, elle est en R2, on n'y peut rien, d'accord? Donc finalement, ce produit-là, ça va être un truc en 1 sur R3 fois R2, donc c'est un truc en 1 sur R. Donc si on se met vraiment, vraiment très très loin, si on prend toute la distribution aussi loin, enfin, si on fait tendre R vers l'infini, c'est-à-dire si on somme sur tout l'univers, en fait, ça tend vers 0. D'accord? Donc ça, c'est pas que c'est nul dans un volume fini, mais si on prend vraiment tout l'univers, ça tend vers 0 quand R tend vers l'infini. Quand la sphère, enfin quand le volume tend vers l'infini, enfin c'est pas le volume aussi. Bref, vous avez compris. Donc ce terme-là, on peut l'oublier dès lors qu'on intègre sur un volume colossal, sur tout l'univers, grosso modo. Et donc finalement, l'énergie potentielle, il nous reste un terme, celui-ci, mais on va faire une toute petite modification. Grade de V, c'est moins E. Alors il y a déjà un sigma ici, et donc vous voyez finalement que l'énergie potentielle, c'est la somme sur tout le volume de epsilon 0, E scalaire E, c'est-à-dire E carré, sur 2 des taux. À condition de sommer sur un volume très très grand, enfin en gros sur tout l'univers. Donc l'énergie potentielle d'une distribution de charge, c'est la somme des 1,5 de epsilon 0 E2 sur tout l'univers. Enfin, partout où il y a du champ. C'est beau ça. Donc tout se passe comme si, alors ça ne suffit pas à le montrer ça. Ça nous dit que l'énergie, c'est la somme des 1,5 de epsilon 0 E2 sur tout le volume. Ça ne veut pas dire que dans chaque petit volume individuel de taille des taux, il y a une énergie 1,5 de epsilon 0 E2. Ça dit juste que la somme totale de l'énergie, c'est comme si chaque petit volume avait cette densité d'énergie. Mais ça pourrait être vrai, le bilan global pourrait être ça, sans qu'en chaque point, ce sera vraiment le cas. Alors, on montre aussi que c'est le cas. C'est-à-dire que partout où vous avez du champ E, vous avez une densité d'énergie associée au champ E. On le verra avec le vecteur de pointing plus tard. Je ne sais pas quand, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais on le verra. La densité d'énergie, je vais la noter U électrique, c'est donc 1,5 de epsilon 0 E2. Partout où vous avez du champ E, vous avez en fait de l'énergie. Ça coûte de l'énergie de mettre du champ quelque part. Un champ électrique est associé à de l'énergie. Alors vous pouvez le voir comme l'énergie d'interaction, enfin résultant de l'énergie d'interaction des charges avec les champs qu'elles créent. En tout cas, partout où vous avez de l'énergie, vous avez un champ électrostatique ici, vous avez une densité d'énergie qui vaut 1,5 de epsilon 0 E2. Ça, il faut connaître cette formule.
Alors encore une fois, là il y a un peu un abus, hein, parce que tout ce qu'on a montré, c'est que la somme totale de l'énergie, c'est la somme de ça. Ça ne prouve pas qu'en chaque point, il y ait ça, mais il y a moyen de donner un sens à cette densité d'énergie à partir des équations de Maxwell qu'on fera une autre fois. En tout cas, voilà. On s'arrête là et on appliquera ça. On verra demain comment l'énergie, ce qu'on appelle l'énergie emmagasinée dans un condensateur, c'est en fait l'énergie du champ E. Donc ça, c'est important et c'est beau en plus. C'est bon? Pas de questions? Allez, on s'arrête. Si jamais on n'a pas le temps de tout voir, Ouais. est-ce qu'on pourrait juste avoir des polis de cours et se revoir pour faire des exercices après le café blanc? Moi, je veux bien. Alors, sauf les polis de cours, je pense que vous avez des cours partout. Enfin, disons, franchement. Mais juste pour faire des applications peut-être. Oui, on peut rajouter des cours après le CAPES blanc sans problème. Oui, oui. Toute l'année jusqu'au CAPES, même après le CAPES. J'ai l'impression que ça vous intéressera moins après le CAPES. Mais je sais pas pourquoi. Mais...